Nous aimerions tout d'abord reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, ou Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Bonjour et bienvenue à notre podcast Prescription pour la sécurisation. On se retrouve pour un épisode sur la vie d'un pharmacien dans une communauté autochtone. Nous sommes Simon Perron-Wojcik et Manny Cordelouis, deux étudiants en pharmacie de première année à l'Université de Montréal. Et on est en compagnie aujourd'hui de M. Minh-Tam Tran. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu de vous-même, un peu de votre expérience, votre parcours professionnel? Bonjour, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. J'ai parcours professionnel. En fait, j'aimerais juste commencer à vous parler un peu de plus parcours de vie, j'imagine. Donc, pour vous mettre le contexte, je suis d'origine vietnamienne. Vous devinerez avec mon nom. Je suis enfant de deux parents qui ont vécu la guerre du Vietnam, qui sont venus ici à la fin de la guerre, dont des parents réfugiés également. Et puis, donc, vous pouvez imaginer que j'étais éduqué très sur une culture, disons, pas québécoise. Donc, il y a ça qui est déjà présent et qui va teinter pas mal toute mon expérience. Et puis, avec le temps, j'ai aussi commencé à adhérer beaucoup aux philosophies bouddhistes. Donc, ça aussi, ça va teinter l'expérience de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Autrement, je suis pharmacien, directeur général aussi de l'Association professionnelle des pharmaciens et salariés du Québec, que vous connaissez peut-être déjà. Autrement, cherchez-nous. Également administrateur et fondateur d'un nouveau OBNL qui s'appelle IDAction, I pour inclusion, D pour diversité, E pour équité et action pour c'est dans le plan d'action. L'objectif de l'organisme, c'est vraiment de promouvoir puis de faciliter une culture de diversité et d'inclusion dans les professions de la santé, particulièrement au niveau de la pharmacie en ce moment. Donc, vous allez progressivement entendre un peu plus parler de nous. Et puis, autre que ça, j'étudie le droit. Donc, je viens de commencer mon bac en droit. Ça aussi, c'est assez intéressant par rapport à l'histoire de mon séjour dans le Nord. Et je suis également en formation pour devenir formateur certifié en communication non violente. Si ce n'est pas une méthodologie que vous connaissez, je vous recommande fortement de le chercher. Communication non violente, aussi très pertinent pour le récit. Au niveau professionnel, j'ai gradué en 2010, donc ça fait déjà 12 ans. C'était un autre temps, c'est le temps du bac. J'ai fait du remplacement pendant 2 ans et par chance, quelqu'un m'a donné un mandat à Mistassini. Je ne savais pas c'était où. Mais dans ce temps-là, je prenais un mandat, puis je me dis, je vais suivre les instructions que je vais me rendre. Les instructions disaient d'aller à l'aéroport de Dorval et prendre la ligne aérienne Air Québec. Oh. Je ne savais pas que c'était une ligne aérienne qui existait. Je croyais qu'on blaguait, puis j'avais absolument aucune idée où le trouver à l'aéroport. J'ai embarqué dans l'avion, je me suis rendu à Chibougamau. Et puis, c'est là que j'ai découvert que effectivement, c'était un mandat qui n'était pas un mandat habituel. Puis, ça allait être à Mistassini, qui est en territoire CRI. Je ne savais rien, à toute fin pratique, sur les implications de ça. Et c'était une nouvelle clinique en plus. Donc, tout était à bâtir à ce moment-là. On a eu des systèmes informatiques qui ont planté, des journées où on ne va pas servir de médicaments. Puis ce que j'ai entendu, c'est que la nouvelle clinique était beaucoup mieux que l'ancienne clinique où le pharmacien permanent sur place a dû défoncer un mur pour se faire la place, pour travailler. Alors, j'ai
Donc, j'ai cru comprendre, j'ai pu comprendre que mes conditions de travail étaient beaucoup mieux qu'il y avait 2-3 ans. Et ça, c'était en 2014. C'est toute une réponse que vous nous avez donnée. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être encore un petit peu sur qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à travailler là-bas? Est-ce que c'était vraiment juste une surprise pour vous comme ça? Sur le coup, on vous a pris, on vous a dit, ah, tu vas aller travailler dans le Nord? Ou est-ce que vous aviez en fait des intérêts? Donc, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à aller jusqu'à là? Là, j'étais pris d'un aéroport out of nowhere en Argentine, puis c'est là que ça m'a juste frappé. Tu sais, je me demandais ce que je faisais. C'est qu'est-ce que j'étais en train de faire de ma vie. OK, j'étais pharmacien remplaçant, je gagnais bien ma vie, je peux me payer des voyages, je peux me payer des aventures. Mais qui est-ce que j'aide vraiment? Tu sais, c'est quoi ma contribution comme pharmacien remplaçant? Tu sais, je vois les gens, je pars, j'ai même pas un lien avec la communauté. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Et c'est là que je me suis rappelé de mon séjour de remplacement à Mistissini. Je me dis, hey, ils ont l'air d'avoir besoin de pharmaciens. Ils ont l'air d'avoir de vraiment gros défis. Et puis, c'est là que j'ai demandé si je pouvais faire un remplacement à Chisasibi, juste pour voir c'était comment. Je suis arrivé dans et quand je l'ai fait, je suis arrivé dans une pharmacie où il n'y avait pas de pharmacien. Les pharmaciens qui étaient là, en fait, je les ai croisés à l'aéroport. Donc, ils ont quitté pour l'aéroport avant que les autres pharmaciens soient arrivés. On avait un 2 heures dans un hôpital sans pharmacien. Les paniers s'empilaient énormément. La pharmacie était incroyablement petite et mal éclairée. Les techniciennes avaient pas d'espace travailler. Elles étaient vraiment assises tout croche, panier sur les genoux, à taper par-dessus son panier. Puis leurs paniers sont un peu plus gros, les paniers qu'on a dans les pharmacies ici. Vous pouvez imaginer qu'un panier, là, c'est environ la taille de 4 paniers de pharmacie communautaire qu'on met. Donc, ils ont ça par-dessus eux en train de travailler. Puis, personne ne me dit un mot. On parlait pas. On m'a pas dit qu'est-ce qu'il y avait à faire. Donc, on fait comme un bon pharmacien remplaçant, t'arrives, t'attaques les paniers. Il y en avait pour jusqu'à après la fermeture de la pharmacie. Mais bon, disons que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de pharmacien permanent quand je suis arrivé. C'était que des remplaçants qui faisaient des rotations aux 2 semaines. Donc là, vous imaginez toute une communauté de 5000 personnes en 2014 qui n'avait pas un seul pharmacien permanent qui était là, qui travaillait pour soutenir l'équipe médicale et soutenir les patients. Donc, je me suis dit que c'était un bon défi. Tu sais, je me suis dit que s'il y avait un endroit où contribuer, c'était probablement là. Donc, vous avez parlé un peu des différences entre la pratique là-bas dans le Nord et ici. Ce serait quoi le plus gros choc que vous avez eu en arrivant là-bas ou comme la plus grosse différence qui vous a marqué, que vous vous rappelez encore maintenant entre la pratique de la pharmacie là-bas et ici? Mais là, quand je suis arrivé là, tu sais, c'est vraiment là que ça remet les priorités à la bonne place. S'il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de clinique. End of story. Puis il n'y avait pas de distribution. Il n'y en avait pas. Les gens n'avaient pas le bon médicament. Les gens avaient des médicaments expirés. Les gens des communautés recevaient trop de médicaments. On n'avait pas de mécanisme de contrôle. On n'était pas sûr. Ben, en fait, on en avait, mais tu sais, on n'était pas certain que tout roulait correctement. Donc, tu sais, c'est tellement l'importance de la distribution que, tu sais, et d'avoir les données, tu sais, est-ce que le patient va mal parce que il a pas reçu le bon médicament? Est-ce que c'est parce que le médicament qu'il a donné était plus bon? Est-ce que c'était parce qu'il a reçu en retard? Et avoir des employés qui ne me parlaient pas. Qui ne me parlaient pas, puis en questionnant, parce que bien sûr, il y a d'autres médecins, des infirmières aussi que je travaille, puis en discutant avec eux, mais on m'a expliqué que ça prend un peu du temps avant qu'ils fassent confiance aux gens. Tu sais, ils t'observent. Ils vont t'observer, mais ils voient tellement des gens qui tournent. Tu sais, un pharmacien en 2 semaines, tu sais, pourquoi tu passerais leur temps à leur parler? Puis en même temps, chaque pharmacien qui vient change leur manière de faire parce que comme pharmacien, on amène notre manière de faire avec nous. Parce que si c'est pas notre manière de faire, ben c'est pas bon. Parce que notre manière de faire, c'est la bonne. C'est celle qui nous sécurise nécessairement. Puis c'est moi qui est responsable. Donc, tu dois faire la manière que je veux que tu le fasses. Mais d'habitude, tu as un chef tech,
quelqu'un qui connaît le système, qui dit au pharmacien, hey, c'est juste pas comme ça que ça fonctionne ici. Voici notre manière de faire et voici comment ça peut être sécurisé. Qui nous aide à intégrer un peu ce moule-là. Alors que là, il n'y a personne qui fait ça. Puis, bien sûr, des fois, quand on insiste assez, ils vont changer leur manière de faire, mais est-ce qu'ils changent vraiment? Ça aussi, à ce moment-là, on ne le sait pas. Il n'y a pas moyen de savoir. Alors, donc, c'est vraiment, au niveau du choc, c'est vraiment, initial, là, c'est le choc initial, c'est vraiment désorientation, vraiment. Et de juste dire, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus important en ce moment? Puis c'est drôle à dire, le plus important à ce moment-là, c'était de faire la distribution. C'était juste de s'assurer que la validation est bien faite, que les médicaments sortent à temps, que les personnes ont leurs médicaments, de répondre aux médecins. Puis c'était ça qui était le plus important à ce moment-là. D'accord. Et aussi, peut-être qu'est-ce qui poussait justement les gens, malgré qu'il y avait ce genre de problème, à arriver là-bas, mais qu'est-ce qui poussait les gens à aller là-bas? Donc, est-ce qu'il y avait des avantages, en fait, que ce soit sociaux ou autres? Là, vous avez dit que les conditions de travail étaient définitivement pas les mêmes qu'en ville, par exemple, celles que nous, on connaît plus. Mais est-ce qu'il y avait des avantages qui leur étaient donnés aux gens qui allaient travailler là-bas? Les gens qui travaillent dans le Nord mais bénéficient quand même c'est une prime d'éloignement par rapport à ce que la PES paye. Donc, il y a quand même un paquet de primes qui rend quand même le salaire intéressant. Puis en plus, vous avez, il est de coutume d'avoir au moins 3 mois de vacances par année. Que vous pouvez sortir. Donc, 3 sorties. Ça, c'est parce que vous êtes loin de votre famille souvent, vous êtes isolé. Donc, c'est de juste trouver une vie, d'avoir un certain équilibre de vie. Donc, pour les gens qui adorent voyager ou partir à l'aventure, c'est vraiment fantastique comme environnement. Ils vous donnent un logement, vous payez le logement. Souvent, ça vient avec une allocation souvent, ça vient aussi avec des allocations alimentaires, un prime d'établissement. Donc, juste si vous alliez à temps plein puis vous signez un contrat de 1 ou 2 ans, il y a une prime d'établissement qui vient avec, qui est bonifiée par la suite en termes de prime de rétention. Donc, honnêtement, c'est quand même des qualités, c'est quand même des conditions de travail qui peuvent être très intéressantes là, quand même, dépendamment du mode de vie que vous voulez. Et le plus aussi, c'est qu'il y a un sens de communauté qui est très présent envers les professionnels de la santé, les autres professionnels. C'est une excellente collaboration, les gens s'entraident quand il y a un problème. Quand j'ai un problème à la pharmacie, je peux facilement aller voir le chef des médecins, puis on s'assoit, puis on fait une petite rencontre de brainstorm, puis on règle le problème, on se crée une procédure. C'est très cordial, la collaboration, ça se fait très bien de ce côté-là. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que quand m'écrit, c'est des gens qui sont réservés, mais honnêtement, tellement accueillants, puis ont le rire facile. C'est vraiment une belle culture à découvrir. Donc, au-delà de ce que je racontais, mon expérience quand je venais d'arriver, qui, oui, c'est des défis au niveau professionnel, il y a vraiment toute une enveloppe sociale autour qui rend ça incroyable. OK. Merci beaucoup pour votre réponse. Moi, ça m'inspire en tout cas pour le futur. Puis, pour un autre sujet, nous, notre projet, notre podcast, c'est vraiment, on spécialise sur le sujet de la sécurisation culturelle. Puis, c'est sûr que en faisant nos recherches, c'est facile d'aller voir dans Google, taper c'est quoi la sécurisation culturelle, puis on a trouvé quelques définitions. Mais on aimerait savoir, comme pour vous, selon votre expérience, c'est quoi votre propre définition à vous de la sécurisation culturelle? Je vais commencer par ce qu'elle ne l'est pas. Je pense que c'est plus facile pour l'illustrer parce que ce qu'elle est, en fait, ce qu'elle est devrait juste être normal. Ça doit être ce que vous, moi, on sent qu'on rentre à l'hôpital à Montréal. Et c'est ça la sécurisation culturelle. En fait, les hôpitaux sont sécuritaires culturellement pour nous. Donc, qu'est-ce qui n'est pas de la sécurisation culturelle? Après l'incident avec Joyce, j'ai contacté mes amis CRI et j'aurais demandé si c'est une expérience qui leur était familière. Des gens que je respecte énormément. Puis certaines personnes m'ont répondu que à chaque fois qu'ils viennent à l'hôpital, à tous les fois ils sont hospitalisés dans le sud étant Montréal,
ils ont l'impression d'être jugés. Juste la manière que le regard est fait, juste la manière qu'on leur parle, juste que l'endroit n'est pas sécuritaire pour eux. En bout de ligne, c'est ça. C'est pas tant ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. C'est dans l'intention, dans la manière qu'on le fait, des impacts. Et c'est pour ça c'est tellement dur d'expliquer. Et l'objectif, on parle, pour moi, qu'on parle de sécurisation culturelle, mais c'est que nos espaces publics et privés soient des espaces qui sont sécuritaires pour tout le monde, que tout le monde vit l'expérience de nos institutions comme la majorité de la population le vit. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la sécurisation culturelle. C'est simple, mais c'est dur à voir quand c'est pas là. Tu sais, le point de départ, ça devrait être l'écoute. Ça devrait être l'écoute, puis de se sortir de notre tête. Ce que je sais n'est pas nécessairement vrai. Il y a d'autres manières de connaître, il y a d'autres connaissances là-bas, puis et honnêtement, ce que je crois qui est vrai, c'est pas si important que ça de toute manière. Parce que Oui, et pour passer à un autre sujet, pouvez-vous nous parler de la différence dans la façon de voir la santé entre ici et là-bas? honnêtement, pendant que j'étais là-bas, moi j'ai toujours cru que la santé est pareille pour tout le monde. Je comprenais pas. Je pourrais dire que je ne comprenais pas entièrement. C'est juste après que je sois quitté. Donc, après 2017, 2018, que là, j'ai commencé à lire un peu. J'ai eu le temps de lire. J'ai lu plus sur la culture crue et tout ça. Puis là, toute mon expérience des années passées ont commencé à faire du sens. Que le mot que les Cris utilisent pour dire santé, qui est myomatium, puis en passant, ils ont un département dans le Queer Board qui s'appelle myomatium, qui s'occupe de la santé traditionnelle. Mais que ce mot-là, que moi, j'avais considéré qu'il était équivalent à santé, mais c'est pas le même concept. En fait, il n'y a pas de concept de ce que j'ai pu comprendre, puis je me trompe peut-être parce que je ne suis pas écrit, mais il n'y a pas de concept écrit qui équivaut notre concept de santé. Et il n'y a pas de mot vraiment, et le mot que j'ai vu en anglais qui représente myomatium le plus proche, c'est being alive well. Being alive well. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, ça implique nécessairement que pour eux, la santé est dans la qualité de vie. Elle n'est pas dans les indicateurs, elle est dans le comment vivre. Donc là, on a un paquet d'interventions, on est en train de faire des médicaments, de manière de faire les choses, des manières de traiter, mais est-ce que ça s'intègre vraiment dans leur manière de vivre? OK. Merci beaucoup encore. Juste une dernière petite question pour finir. Quelle serait votre prescription pour la sécurisation? Ça peut être une courte phrase, un conseil, un élément clé pour nous, les futurs professionnels de la santé, à se rappeler pour pouvoir appliquer la sécurisation culturelle dans notre pratique future. Regardez vos zones d'ombre. Regardez vos jugements. Vous en avez toutes, sur tout. Et regardez-les. Observez-les, acceptez-les, mais agissez pas dessus. Par exemple, reconnaissez que quand vous voyez une personne qui vous fait sentir malaisé, qu'il y a un malaise et que ce malaise-là vient d'un préjugé. Et que peut-être, là, vous allez avoir un jugement qui va dire « Ah, je peux pas avoir cette pensée-là, je suis donc une mauvaise personne. » Non, vous n'êtes pas une mauvaise personne. On a tous des préjugés. C'est pire de penser qu'on est une bonne personne parce que, en fait, nos égos veulent tous qu'on soit des bonnes personnes. On dit tous qu'on est des bonnes personnes. Mais juste toujours de penser ça, qu'est-ce que ça va créer? C'est qu'on va manquer nos zones d'ombre qui fait qu'on a des automatismes qui jugent les gens, qui les blessent sans le savoir. Parce que je suis bon, donc je regarde pas ça. Je peux pas regarder ces zones d'ombre-là parce que je suis bon. Donc, de s'enlever cette dichotomie-là, puis juste de vraiment regarder les choses qui nous malaisent et de se demander pourquoi. Puis, quand on va pouvoir passer outre ça, c'est là que ça va être sécuritaire que, tu sais. OK.
Oui, c'est une très bonne réponse. Ça fait du sens pour moi. C'est très, Ça ouais. nous ouvre des horizons, définitivement. Merci beaucoup. Donc, nous allons juste conclure ce podcast en vous remerciant vraiment de nous avoir joints. Ça fait plaisir d'avoir votre opinion là-dessus. Et j'aimerais en profiter pour dire, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes de podcast pour en apprendre plus sur la sécurisation culturelle et la boîte à outils qui sera mise à votre disposition on l'espère très bientôt pour, encore une fois, en apprendre plus. Merci beaucoup. Merci encore, Monsieur Tran, d'avoir accepté. Notre Merci. appel. J'espère que ça vous aide. Oui, Certainement. définitivement. Et merci à nos auditeurs, futurs auditeurs. Bonne journée. Bonne journée.